Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 mars déjà. Il est tout juste 8 heures. On se réveille tous ensemble ce matin en parlant d'actualité tech avec le mug. Alors comment ça va ce matin? Comment vous avez la forme? Est-ce que vous avez la forme ou pas? Est-ce que vous êtes levé du bon pied ce matin dans la chatroom? Je regarde un petit peu et j'en profite pour dire bonjour et saluer. Salut Groll, salut FR Jess, salut Technisavoir, salut T4Win, salut Nico Aperture, salut Creatix, salut Bof Bof Bof. Oh bah dis donc, Bof Bof Bof, c'est quoi ce pseudo? Bof. Salut Samuel, salut MMG, 7F, salut Lex Suisse et un grand merci pour ton soutien de bon matin. Un grand merci à toi, 5e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Salut Jean-Phi, salut Oleg, salut l'Hypersonic, salut The Garlic Snail, salut Buginer, salut Sir Vivien, salut Saku.net, Mécano 1966 aussi, salut Chloé, salut Agno et un grand merci pour ton abonnement, 20e mois d'abonnement. Il y a des grands fidèles dans la chatroom, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Salut Frouk06, salut Kylian. Bon, bah, ça rejoint tranquillement la chatroom. Installez-vous, mettez-vous confortable, surtout, c'est important, pour qu'on passe une heure en bonne compagnie à débriefer de l'actualité tech ce matin. Alors, un grand merci encore une fois à ceux qui nous soutiennent. J'en profite pour rappeler que vous pouvez nous soutenir de la manière que vous souhaitez. Déjà, la première chose, c'est en suivant nos émissions. Ça paraît étrange, mais en fait, c'est la première manière de nous soutenir et de montrer que vous aimez notre contenu. C'est en nous suivant et évidemment en regardant nos vidéos. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver semaine après semaine pour discuter de l'actualité tech ensemble. Et puis après, vous avez d'autres moyens évidemment de nous soutenir. Notamment en faisant des primes, des subs sur Twitch, sachant que si vous avez un abonnement Prime, vous avez un sub déjà offert avec votre abonnement, donc profitez-en chaque mois pour soutenir un créateur que vous appréciez sur la plateforme. On sera très content si c'est nous, mais on comprendra si c'est d'autres personnes aussi, parce qu'il y a de nombreux créateurs de talent sur Twitch. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour nous suivre et être notifié de nos lives. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Vous pouvez nous soutenir via Patreon. Et puis, vous pouvez également utiliser les liens d'affiliation comme les liens d'affiliation Amazon. Voilà. Et en plus, on sait qu'actuellement, c'est les soldes de printemps chez Amazon. Donc, profitez-en avec le point d'exclamation bon plan et point d'exclamation Prime. Vous pouvez récupérer des liens d'affiliation très facilement si vous avez déjà prévu des achats. Puis, vous pouvez aussi profiter de la boutique de bon plan de Nowtech sur Amazon. Ça vous coûte rien de plus et nous, ça nous permet d'être rémunérés pour notre rôle d'apporteur d'affaires, on va dire, pour Amazon. Voilà. Un grand merci à ceux qui partagent évidemment les liens. Voilà pour le petit laïus. Je voulais en profiter vu qu'il y avait des gens qui s'étaient levés ce matin et qui en avaient profité pour nous soutenir. Salut Yves, bienvenue à toi. Salut Stream Elements. Salut Dora Larré. Salut Kim Fesselor. Salut Parisienne FPS. Bonjour Marion, je ne reste pas hélas, je dois filer, mais je voulais te dire bonjour. Un grand bonjour à toi et puis excellente journée. Tu pourras nous regarder de toute façon en replay. On est disponible aussi. Et salut Olivier. Salut. Salut Electribe également. Salut Pierrout, salut Noirvent, salut Delph51, salut The Best Gnome, salut Tamor, Polaire, etc. Je crois que j'ai dit bonjour à peu près à tout le monde ce matin. Salut The Gaby King, salut Flonflon qui nous rejoint, salut Linda, salut Liti Chlopa également.
Mais de quoi va-t-on parler ce matin? De quoi va-t-on parler? Alors, on va faire un petit peu le sommaire quand même. On va parler de Twitter. Très brièvement, on va parler d'Elon Musk. Mais en fait, la principale news, c'est qu'une partie du code de Twitter a fuité. Et ça fait pas les affaires de la plateforme. Et ça les met en danger. On verra pourquoi tout à l'heure et comment cette fuite a pu se passer. C'est vrai qu'en licenciant 75% de son personnel, il peut y avoir des sentiments un petit peu amers dans les anciens employés. On verra si c'était ça. On parlera également de la France avec un piratage, ou en tout cas une cyberattaque, surtout pas un piratage, mais plus en effet une cyberattaque d'un groupe d'activistes russes qui a fait tomber le site de l'Assemblée et qui l'a rendu inaccessible pendant un certain temps. C'était pas une blague, ça s'est déroulé hier. On verra un petit peu plus de quoi il en retourne. Et puis, comme je vous le disais, on va parler un peu d'Amazon. C'est les Amazon Prime Day. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu en France, on utilise beaucoup Amazon. C'est quand même un des sites e-commerce les plus utilisés en France. Mais on déteste aussi beaucoup Amazon. On lui crache un peu beaucoup dessus. On essaiera de décortiquer un peu plus ça pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis, on parlera également de la sécurité, avec notamment certaines pratiques qui sont à déconseiller, et notamment le fait de sauvegarder ses mots de passe dans votre navigateur Internet. On verra pourquoi c'est pas forcément conseillé, et notamment les navigateurs qui sont le moins sécure. Vous serez peut-être un petit peu étonné de savoir qu'il faut éviter de sauvegarder ses mots de passe dans Chrome. Voilà, il y a plein d'autres gestionnaires de mots de passe indépendants et qui ne sont pas attachés à un navigateur, qui sont plus sécurisants, plus sécurisés. Voilà, donc on en parlera un petit peu plus en détail. C'est quand même important de faire un petit point sécurité et de se mettre à jour et de vérifier son installation. Et puis on parlera innovation, mais cette fois-ci dans le domaine automobile. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, mais là je trouvais ça assez intéressant de regarder ce qui se passait du côté de BMW, qui a décidé d'investir en tout cas plusieurs millions d'euros carrément dans une jeune entreprise qui s'appelle Deep Drive et qui en fait propose un système de moteur électrique intégré directement aux roues. C'est assez innovant, c'est assez nouveau et on verra en quoi ça peut révolutionner un petit peu la partie automobile et optimiser l'efficacité du moteur grâce à ce système de moteur directement intégré aux roues. Je trouvais ça intéressant. Je suis en plus vraiment pas branchée voiture, mais là je trouvais ça assez intéressant comme avancée technologique. Et puis après, on fera un petit tour, enfin un gros tour même du côté d'Apple. C'est Jérôme qui vous en a parlé hier, comme quoi il y aurait eu une présentation du casque de réalité, justement le casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple auprès d'une centaine de grands dirigeants de la société. Et alors, d'un côté, on a entendu ah oui, ça a été bien accueilli, etc. Et en fait, on entendrait plusieurs sons de cloche différents, et comme quoi tout le monde ne serait pas forcément très convaincu du casque Apple et pas mal d'employés. Finalement, il y aurait un peu deux clans qui s'opposeraient, avec ceux qui veulent le sortir au plus vite et ceux qui disent bah non, on devrait attendre et il y a des bonnes raisons pour attendre. Et donc, on verra un petit peu quels sont les arguments d'un côté et de l'autre. Et puis on continuera quand même pour faire le point sur la nouvelle mise à jour iOS 16.4 qui vient de sortir. Elle est disponible. Moi, je l'ai installée 5 minutes avant le mug. Donc, j'ai pas pu tester par moi-même. Mais on fera le récapitulatif des nouveautés sur cette mise à jour à la clé. Des notifications de vos web apps, de vos sites internet installés en page d'accueil et également des nouveaux emojis, mais pas que. Voilà. Et puis, on terminera avec une nouvelle application Apple. C'est pas une blague, c'est une nouvelle application qui vient de sortir sur l'App Store, qui est déjà téléchargeable. Moi, j'ai téléchargé également ce matin. Et c'est tout simplement pour les aficionados de musique classique. Et oui, c'est Apple Musical Classical. Voilà, donc nouvelle application dédiée, séparée d'Apple Music, dédiée à la musique classique. Parce qu'en effet, la manière de trouver les morceaux de musique classique
diffère un tant soit peu du catalogue traditionnel de musique. Alors évidemment, vous retrouverez les morceaux sur Apple Music, mais c'est vrai que Apple Musical Classical a l'air de vous proposer une expérience vraiment plus pensée pour les aficionados de musique classique. On en parlera ensemble. S'il y a des fans de musique classique dans la chatroom, ça m'intéressera d'avoir votre avis justement sur cette nouvelle proposition. Voilà pour le programme de ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Je vous propose de commencer directement avec le Kawa. Et voilà, et avant de commencer la première news, j'en profite pour jeter un œil à la chatroom et redire bonjour peut-être à une nouvelle salve d'arrivants. Salut Rémi Serret, salut Artagis, salut Okotak, salut Claudiocus2, salut Guki Veaya, salut Amurazik, salut Wyvern59, salut Ali Moshi, salut Sibanchi12, salut Bender KLN. Bienvenue à tous. Salut Nico FR87, salut Ouli VR. J'espère que vous avez la forme. On vient de parler justement des différents articles qu'on allait faire ce matin et je vous propose de commencer directement avec le premier et on va parler justement de Twitter. Un événement qui s'est passé pas très sympa pour la société finalement puisque des morceaux entiers du code source de Twitter ont été mis en ligne sur la plateforme GitHub. Pas cool. La plateforme GitHub, c'est la plateforme utilisée par la majorité, enfin j'allais dire de nombreux développeurs, mais j'ai envie de dire la majorité des développeurs et ingénieurs qui travaillent justement sur des applications. Et donc en fait c'est carrément le responsable officie sous le pseudo Free Speech Enthusiast, donc joli clin d'œil justement au parti pris d'Elon Musk de pousser les évolutions de Twitter sous le drapeau de la liberté d'expression en étant un petit peu extrême avec cette notion de liberté d'expression. Et c'est vrai que voilà, les libertés d'expression et les limites de ça sont différentes aux États-Unis qu'en France. Et donc du coup, c'est assez cocasse, j'ai envie de dire, qu'avoir justement un utilisateur GitHub qui s'appelle Free Speech Enthusiast, voilà, fasse un mauvais coup à Twitter. Et donc du coup, Twitter a lancé ce vendredi justement une procédure auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie afin justement de forcer la plateforme GitHub à fournir les informations permettant d'identifier l'utilisateur en question. On ne sait pas à l'heure actuelle si le service GitHub a accepté ou pas d'accéder à la demande de Twitter, mais en tout cas, il y a eu une action, une procédure déposée au tribunal nord de Californie. Et donc du coup, déjà GitHub a réagi quand même relativement rapidement parce qu'une fois que le code source a été identifié comme tel, ils l'ont enlevé de la plateforme. Mais malheureusement, pour Twitter, d'après le New York Times, on ignore exactement combien de temps ces informations sont restées en ligne, mais a priori, elles seraient publiées depuis au moins plusieurs mois. Voilà. Et donc du coup, Twitter un peu colère, à juste titre, a lancé une enquête en interne. Il semblerait que le responsable de cette fuite soit un des employés qui a quitté la société dans la foulée de son rachat par Elon Musk. Donc quelqu'un qui était mécontent. C'est pas quelqu'un qui s'est fait remercier par Elon Musk, mais quelqu'un qui est parti de son plein gré, entre guillemets, après le rachat. Voilà. Et donc on peut se dire, mais bon, c'est pas vraiment très très important de publier du code source. Pourquoi tout le monde s'excite là-dessus? Et en fait, si, quand même. Il suffirait que ces informations soient tombées entre de mauvaises mains pour l'exposer à des risques de piratage ou d'extraction des données de ses utilisateurs. Bref, il y a également une possibilité de mettre le service hors service, justement le site Twitter hors service, qui n'est pas à exclure complètement. Normalement, il y a des manières de protéger ça, mais on ne sait pas quelle quantité du code source a été mis en ligne et sur quelle partie exactement et voilà, et quel niveau de criticité il atteint. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément étonnant. Twitter, quand même, a fait face à un gros vent de critiques et de désamour, on va le dire comme ça, notamment au sein de la sphère tech. Et
je peux spéculer, mais beaucoup d'amertume auprès de ceux qui sont partis ou ceux qui se sont fait remercier malheureusement. On rappelle quand même que 75% des employés de la société ont été, depuis le rachat, licenciés. C'est énorme quand même. Je crois qu'on ne réalise pas l'ampleur et le choc que ça peut représenter pour Twitter et ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Hein. Et d'ailleurs, voilà, Jérôme en avait parlé également hier, hein, mais la valorisation a priori de Twitter a été plus que divisée par deux. Enfin, ça, c'est d'après Elon Musk depuis le rachat. Hein. Donc, ils font vraiment face à des grosses difficultés et qui s'expliquent notamment par une chute de 40% du chiffre d'affaires hein, issu de la publicité depuis le rachat. Pour vous donner un petit exemple, 70% des 100 plus gros annonceurs qui ont cessé d'inclure Twitter dans leur stratégie pendant tout le mois de décembre 2022. C'est quand même assez énorme. Alors certes, ils essayent de se débattre un petit peu pour justement renforcer le modèle business de Twitter, mais on n'y est pas encore. Hein. Notamment, il y a des essais comme Twitter Blue et compagnie, mais on n'y est pas encore. Bref, voilà, donc des gros morceaux du code Twitter ont fuité. On ne sait pas la portée et le niveau de criticité de ce type de code source, mais c'est jamais une bonne nouvelle pour un service de voir son code source fuiter, parce que c'est vrai que ça met en danger quand même la stabilité et la sécurité, la stabilité du système et la sécurité des données. Donc c'est pas top. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom, j'en profite. T'as bien mis le repos en privé. Mort de rire, bah ouais. Nelly Eric. Le repo, c'est justement l'endroit où les ingénieurs mettent le code source, en fait. Et c'est vrai qu'il faut avoir des repositories qui sont privés, justement, pour pouvoir publier, etc. Parce qu'en effet, alors moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais de ce que je comprends, c'est qu'on va publier le code source via la plateforme pour pouvoir ensuite pousser les mises à jour sur les services et les applications. Voilà, donc vraiment, GitHub, c'est une pierre, c'est un fondement aujourd'hui du travail d'un ingénieur, quoi. On ne se passe pas forcément de GitHub. Voilà. Donc voilà. J'en profite pour remercier les personnes qui nous soutiennent et notamment Philrin 510 et Johan qui se sont abonnés ce matin. 15e et 19e mois d'abonnement. Ça fait toujours super plaisir d'avoir des personnes aussi fidèles. Un grand merci de continuer à nous soutenir et à permettre à l'aventure Naotech de pouvoir continuer et pouvoir permettre de rémunérer les personnes qui travaillent à vous produire du contenu de qualité tous les jours. Un grand merci à vous. Voilà en tout cas pour Twitter. Ah, il y a Nelly Eric qui nous dit « J'ai toujours eu du mal à utiliser Git ». Ah, intéressant. Je serais curieuse de savoir pourquoi. C'est pas le sujet de ce matin, mais je serais intéressée de savoir pourquoi. Moi, j'ai poussé quelques pillards, mais qu'est-ce qui était compliqué ? C'était de gérer Visual Studio et de gérer les commandes pour pousser sur GitHub depuis Visual Studio. Ça, j'avoue que c'était pas évident pour moi. Je galérais un peu. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me cantonnais à des petites modifications très simples directement dans Git. C'est pas génial parce que du coup, tu testes pas avant. Mais je modifiais principalement du texte, donc c'était très léger. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Très longtemps. Voilà. Je vous propose de continuer avec un autre sujet qui va se passer cette fois-ci en France. Et c'est du côté de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est déroulé hier, lundi 27 mars. Tout simplement, un groupe d'activistes russes a fait tomber le site de l'Assemblée nationale. Le collectif de hackers, qui s'appelle NoName 057, entre parenthèses 16, a revendiqué carrément l'attaque sur sa chaîne Telegram dans la foulée. Le site du Sénat aurait également été ciblé. En tout cas, celui de l'Assemblée nationale était toujours en maintenance après une attaque par déni de service, ce qu'on appelle DOS. C'est des opérations qui font
peu de dégâts en soi, hein, peu de dégâts concrets. En fait, ils sont surtout symboliques en rendant le site internet inaccessible pour une durée, la durée de l'attaque, quoi. Donc voilà, donc à 2h30 hier, à la date de la publication de l'article, le site de l'Assemblée nationale était toujours indisponible. Voilà, et donc ils se sont exprimés, hein, sur Telegram, et ils ont dit: nous avons décidé de réitérer notre récent voyage en France, où les protestations contre Macron, qui a décidé de se moquer des Français et continue de satisfaire les néo-nazis ukrainiens, sont toujours aussi vives. Voilà un petit peu la traduction du message qui a été publié sur Telegram, qui reprend tout à fait la rhétorique de propagande du Kremlin. Donc rien d'étonnant ici. Ce même groupe avait déjà, hein, ciblé la France pendant le dernier discours de Vladimir Poutine en février. Plusieurs sites d'agences étatiques avaient été visés, dont celui du CNES, le Centre national d'études spatiales à l'époque. Et en fait, pour en savoir un peu plus sur ce collectif, hein, c'est un des plus actifs dans le harcèlement des sites occidentaux avec Killnet, et leur stratégie repose presque uniquement sur des attaques de déni de service, DOS. Voilà, donc peu de dégâts, mais voilà, des coups de communication où on en parle, qui rendent les sites inaccessibles. Cette stratégie donc consiste à lancer des vagues de connexions, hein, dirigées simultanément vers un site précis, ce qui va avec le nombre de requêtes. Empêcher le serveur de pouvoir traiter toutes ces requêtes, et qui va le faire tomber tout simplement, et donc rendre la plateforme ou le service ou le site internet inaccessible pendant un certain temps. Ça peut aller à plusieurs heures la plupart du temps. Voilà, donc ce qu'on peut voir aussi, c'est durant 3 mois de surveillance entre juin et septembre, il y a la société de sécurité Avast, hein, qui a conclu que NoName 05716 a participé à des attaques DOS contre des organisations ukrainiennes, mais n'a réussi que dans 40% de ces attaques. Le groupe a d'ailleurs tenté de mobiliser plus de monde en carrément proposant de payer des hackers volontaires. Voilà, donc on peut se poser la question évidemment qui finance ce type de groupe. On peut avoir des idées, mais voilà. Donc concrètement, peu de dégâts, mais on va dire de la communication, hein, pour faire passer son message. Voilà pour la news concernant le site de l'Assemblée nationale. Et ce qui a pu se passer hier, et ce qui a pu interpeller un petit peu les gens. Voilà. On continue parce que ça c'était une brève, mais on va parler aussi aujourd'hui d'Amazon. Alors vous le savez déjà, on en parlait dans le sommaire, et puis Jérôme vous en a parlé hier. En ce moment c'est les Amazon Prime Day, c'est un peu les soldes les soldes de printemps. Désolée, j'étais déconcentrée par un message dans la chatroom épinglé. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ok, vous mettez les articles et vous les épinglez pour savoir de quoi on parle. Putain, c'est bien foutu, hein. Vous êtes super bien organisé dans la chatroom. La team hôtesse, c'est vraiment des pros. Marion qui découvre un petit peu l'organisation durant le mug. Non, mais je suis impressionnée. Praise à la team hôtesse. C'est un métier, oui, tout à fait, Oleg. Mais il faut célébrer les métiers et reconnaître l'expertise quand on la voit. Mais donc, du coup, je voulais parler d'Amazon ce matin. Parce que donc c'est Amazon Prime Day, donc avec plein de séries de bons plans. Alors vous le savez, on a déjà partagé les hashtags dans la chatroom ce matin, hashtag bon plan, hashtag Prime, et vous récupérez les liens utiles pour profiter des bons plans actuellement sur Amazon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la relation des Français à Amazon. C'est vrai que c'est peu dire que Amazon se fait sévèrement critiquer dans le pays, hein. Pour rappel, en 2020, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique à l'époque, a évoqué même à l'Assemblée nationale une psychose française sur Amazon qui n'a pas beaucoup
beaucoup de sens à la suite d'un appel au boycott contre le site dans les cadres des achats de Noël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, on en avait déjà parlé en 2020 à Noël sur ce boycott et sur justement même une certaine grève des employés qui avait des impacts sur le délai de livraison du coup, et ce qui est quand même assez critique dans une période comme Noël. Et au-delà de ça, alors voilà, d'un côté, il se fait largement critiquer, notamment pour les conditions de travail, le traitement de ses salariés, etc. Et puis son impact sur, on va dire, ouais, l'automatisation de certaines tâches, etc. Et de l'autre côté, il pèse quand même 20% de l'e-commerce français aujourd'hui. Alors certes, c'est un score plus faible que dans d'autres pays, mais ça reste quand même très, très important. Il se retrouve quand même en bonne position au classement annuel de la marque préférée des Français. Ça ne doit pas faire plaisir à certains. Elle se retrouve en deuxième position de la catégorie distribution et conclut le podium de 3 autres items, utilité, proximité et innovation. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus, il y a Pierre-Louis Després, qui est directeur général de Chaos, cabinet spécialisé en innovation et en marque. Et il nous dit, on ne veut pas de la globalisation en France, mais on n'est pas contre la mondialisation. Alors c'est quoi la différence ? Il y a une différence subtile mais importante. La mondialisation, c'est avoir le reste du monde à portée de main. Donc ça nous intéresse. Soit peu ou prou la promesse d'Amazon, qui permet de livrer rapidement n'importe quoi à l'autre bout de la planète. Mais à côté de ça, la globalisation, c'est quoi ? C'est un monde uniforme avec les mêmes monstres identiques partout, tels que, pour en prendre quelques-uns, McDonald's, Coca-Cola, etc. Et en fait, Amazon représente un peu les deux. Voilà, il y a à la fois la possibilité d'avoir accès à des produits qui sont voilà, à travers le monde, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des marchands qui opèrent depuis de nombreux pays. Mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi une certaine tendance à l'uniformisation, et ça, c'est ça que les Français n'aiment pas, l'uniformisation de la consommation et des biens. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre un petit peu le point de vue spécifiquement français là-dessus. De l'autre côté, voilà, il y a un vrai intérêt pour Amazon, pour le consommateur. Il faut quand même reconnaître que le livreur Amazon livre et livre bien. Et s'il y a bien quelque chose qui génère de la friction quand on commande en ligne, c'est la livraison. Et ils ont révolutionné vraiment cette partie de l'expérience, et ce qui les a rendus vraiment différenciants sur le marché, notamment avec une livraison ultra rapide, avec des horaires vraiment voilà, très très large sur la journée, donc qui enlevait finalement cette friction. Et c'est vrai que plus on attend pour recevoir le colis, plus on est frustré, plus ça génère des questions pour les gens qui se disent quand est-ce que je vais recevoir, il en est où le colis, etc. Et donc en fait, autant là où il y a des sites qui se cassaient la tête pour donner de la visibilité sur où en était le colis, en fait la livraison est tellement rapide chez Amazon qu'en fait on regarde même plus et on sait qu'on sera livré le jour même ou le lendemain, et du coup c'est même plus un problème de suivre finalement sa livraison, quoi. Donc c'est intéressant au niveau de cette approche, et c'est vrai que ça rend du coup assez difficile de vouloir se passer d'Amazon. Voilà. Donc on ne peut ne pas les aimer, mais c'est quand même difficile de se dire qu'ils ne sont pas efficaces, quoi. Voilà. Donc là c'est intéressant, c'est une leçon notamment partagée par Adam Smith, qui dit justement qu'il n'y a pas besoin, l'outil n'a pas besoin d'être sympathique s'il est efficace. Et là c'est vrai qu'avec Amazon, ça prouve bien ça. C'est vrai que on en a beaucoup parlé, sur le fait de cette globalisation et cette uniformisation qu'on n'aime pas, et le fait qu'on ne peut pas on ne soutient pas les petits commerces, ou on les aide pas, etc. en commandant sur Amazon. Mais de l'autre côté, c'est tellement pratique que c'est très très difficile de rivaliser et de s'en passer. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est quand même aussi la 3e marque jugée la plus utile pour les Français, donc ça va dans ce sens-là, voilà. Ainsi que la 3e marque dont les Français se sentent le plus proches, entourés de 4 mastodontes
patrimoniaux, on va dire, notamment Decathlon, Leclerc, Bonne Maman et Lu. Et Amazon se place juste après Decathlon et Leclerc, en troisième position. Donc c'est quand même... euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et avoir su se placer quand même dans ce top 5, c'est quand même, pour une marque internationale, assez remarquable. Il faut quand même le reconnaître encore une fois. Et ça, c'est cette reconnaissance ou cette adoption massive auprès des Français, elle peut aussi être raccordée à des événements qui se sont passés quand même relativement récemment. Alors notamment dans une première étape, on va dire, il y a eu évidemment la crise sanitaire qui a fait littéralement exploser l'usage de la plateforme, hein, il faut le dire. Hein, c'est pas pour rien qu'on avait parlé aussi qu'Amazon avait doublé son effectif pour répondre à la demande. C'est vrai que durant la crise sanitaire, tout s'était déporté en ligne. Voilà, donc il y a cette partie-là vraiment. Et puis le deuxième événement qui est là inexorable malheureusement, c'est l'inflation historique depuis 2022, avec une vraie crise du pouvoir d'achat auprès des consommateurs et une obsession qui devient le prix. Voilà, et donc du coup c'est vrai que c'est très très facile finalement de comparer les prix sur Amazon. Ça ne veut pas dire que ce sont les moins chers, et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Ils ne sont pas forcément compétitifs maintenant sur toutes les catégories de produits, mais en tout cas, il y a une facilité d'accès, une facilité de comparer les prix directement sur la plateforme. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, c'est un peu la pyramide de Maslow, hein. C'est-à-dire que le porte-monnaie, le fait de pouvoir subvenir à ses besoins, son budget passe avant des valeurs telles que la qualité du travail, soutenir les commerçants de proximité, etc. On a une pyramide de priorités et de besoins auxquels on a tendance à répondre et à se reposer. Et là, ça rentre un peu dedans, quoi. Donc voilà. C'est intéressant aussi. Il y avait une opinion, une étude Opinionway en septembre 2022 qui avait déjà désigné Amazon comme enseigne non alimentaire la plus à même de préserver leur pouvoir d'achat. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et notamment, elle continue donc à proposer des événements sur cette thématique, comme on le parlait en introduction, les ventes flash de printemps du 27 au 29 mars. Et donc, du coup, c'est vrai que ça donne des occasions aux consommateurs de pouvoir se fournir en produits un peu moins chers à certains moments bien identifiés, quoi. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Ça fuse sur les codes de bons plans. Mon libraire local qui commandait les bouquins sur Amazon. Ah ouais, carrément. Je savais pas que c'était une pratique, ça, des libraires théorites. Lilousta qui nous dit l'avantage Amazon, c'est qu'on y trouve tout ce qu'on ne trouve pas en magasin. En fait, c'est vrai que ils sont très très généralistes. Disons que tu vas trouver des articles de jardinerie, des articles de bricolage, des articles de linge de maison, etc. Tout sur la même plateforme, en fait. Et ça, c'est assez, ça rend la plateforme assez incontournable aussi, quoi. Ouais, voilà, Kamado nous dit parfois j'essaye de consommer français en commandant chez Cdiscount, mais difficile de se passer d'Amazon. Rapidité, un catalogue énorme de produits vendus, qualité du SAV, etc. Sachant qu'il y a aussi des marques françaises sur Amazon, hein. Mais voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Oui, voilà, Linda nous dit Amazon est très pratique, mais reste quand même plus cher comparé à certains autres sites ou magasins si on ne compare pas. Donc, c'est pas toujours intéressant. Oui, il faut pas hésiter à comparer, en effet, hein. C'est vrai que quand ils se sont lancés, ils se battaient beaucoup sur les prix. C'est comme ça qu'ils ont attiré beaucoup d'utilisateurs. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Donc, attention. N'hésitez pas à avoir quand même le bon réflexe de comparer. Merci beaucoup, Sabli69, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Ouais, Jérôme qui nous dit, je me souviens, le confinement, tout le monde vomissait sur Amazon, mais je voyais les ventes grimper en x2. Ouais. Ouais, comme quoi, on n'est pas, les derniers à se contredire. Donc voilà.
Voilà, en tout cas pour Amazon. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent profiter des bons plans, on a la petite boutique Naotech. C'est peut-être le moment d'aller jeter un œil et puis d'utiliser les liens d'affiliation. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous permet de pouvoir toucher une commission d'apporteurs d'affaires et ce qui permet du coup de rentrer, de financer finalement le travail qu'on fait sur la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui y pensent. Et puis si vous avez un trou sur c'est quoi le lien d'affiliation, n'hésitez pas à poser la question sur Discord. Vous aurez l'équipe qui pourra vous répondre très rapidement. Voilà. Voilà pour Amazon. On continue. Cette fois-ci, c'est un petit moment sécurité. Voilà, il est toujours bon de revoir un petit peu ses pratiques en termes de sécurité, voir si on est un peu à jour, si on a des failles, si on fait les bonnes pratiques, etc. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui vous ajoute pas trop de friction au quotidien et ce qui permet quand même d'assurer une certaine sécurité, sans être infaillible, parce que c'est jamais infaillible. C'est une question de ralentir finalement l'accès aux potentiels hackers à vos données. C'est jamais infaillible, mais il y a quand même des petites choses à mettre en place qui sont relativement simples et qui vont potentiellement dissuader, rendre moins facile et vous rendre moins une cible, en tout cas pour les hackers. Et donc là, c'est une attention assez intéressante. C'est notamment le fait de sauvegarder les mots de passe dans les navigateurs. Et c'est vrai qu'on a vu qu'une grande majorité des utilisateurs optent notamment pour le navigateur Chrome. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus utilisé, extrêmement utilisé en France. J'allais dire en Europe, mais en France, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, il y a plusieurs problèmes avec ça, de sauvegarder ces mots de passe dans le navigateur Chrome. C'est Google qui publie régulièrement des avertissements invitant les utilisateurs à mettre à jour Chrome en raison d'une ou plusieurs vulnérabilités graves. Et compte tenu de notre propension à ne pas faire les mises à jour, en fait, c'est pas tip-top. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le souci avec les navigateurs, c'est qu'il y a quand même des mises à jour relativement fréquentes. Et avec des failles qui sont assez dangereuses. Et puis, il y a un autre aspect aussi problématique avec Chrome, qui me paraît, moi, assez évident, c'est que, tout simplement, quand vous testez un petit peu comment Chrome va vous donner accès à vos mots de passe depuis le navigateur, c'est que vous pouvez ouvrir Chrome, aller dans Paramètres, dans Remplissage automatique, dans Gestionnaire de mots de passe, localiser dans la liste le mot de passe que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône de l'œil et ça affiche le mot de passe. Et donc ça, c'est assez problématique. Il n'y a pas de code de vérification, etc. Alors ça dépend de sur quoi vous avez installé Chrome. Sous Linux, par exemple, il n'y a carrément pas de protection par mot de passe pour le gestionnaire de mot de passe Chrome. Donc ça, c'est non. Ça, il faut vraiment, vraiment éviter. Ça veut dire que n'importe qui a accès à votre ordinateur et qui est ouvert pourra aller se balader dans votre navigateur Chrome et afficher les mots de passe. Alors, j'ai envie de vous dire, ceux qui utilisent Linux, c'est un peu un contresens d'utiliser Chrome comme navigateur. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus. Par contre, sous macOS et Windows, le gestionnaire de mots de passe Chrome se comporte de la même manière que sous Chrome OS. La première fois que vous devez afficher une entrée, le système vous demande votre mot de passe utilisateur. Donc là, il y a quand même une protection. Mais par contre, après avoir saisi ce mot de passe, vous pouvez consulter une autre entrée sans vous authentifier pendant les 60 secondes suivantes. Alors vous allez me dire, non mais c'est bon, il y a quand même peu de chances que quelqu'un, dans les 60 secondes de fenêtre, puisse regarder ça. En fait, méfiez-vous quand même. Au travail, par exemple, si vous n'avez pas forcément le réflexe de locker votre ordinateur quand vous quittez votre poste de travail, il suffit que vous loguiez quelque part, que vous alliez discuter avec un collègue et quelqu'un en profite à côté pour regarder. Ça peut se faire très, très vite. Voilà. Donc, certes, il faut des circonstances particulières, mais voilà, il y a quand même plusieurs éléments qui font que sauvegarder ses mots de passe dans un navigateur, c'est quand même pas la méthode la plus sécurisée. Surtout quand on sait que maintenant, il y a des alternatives de gestionnaire de mots de passe qui sont très bien intégrées au navigateur parce que vous avez des extensions. Et donc, du coup, franchement,
C'est encore, c'est extrêmement bien géré par les navigateurs et au niveau de l'expérience, vous n'avez pas de soucis, quoi. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Au travail, je n'enregistre aucun mot de passe de mes comptes perso, comme ça, je suis tranquille. On va faire un petit sondage, tiens, pour savoir qui utilise quoi pour ces mots de passe. Alors, le but, c'est pas de provoquer la honte, hein, mais c'est juste pour avoir une idée. De toute façon, c'est anonyme. Alors, utilisez-vous votre navigateur pour sauvegarder les mots de passe. J'ai évidemment pas assez de place. Mot de passe. Je vais faire MDP pour mot de passe. Hein, vous comprendrez. Hop, voilà. Et hop, sondage commencé. Donc le petit sondage, utilisez-vous votre navigateur pour sauvegarder les mots de passe? Oui pour tout, des fois, rarement, jamais. Alors, on va voir ceux qui répondent de manière transparente. Moi, je vais dire rarement. Hop, rarement parce que... Hop, vas-y. Non, je peux pas voter. Il veut pas prendre mon vote en compte. Un problème est survenu. Parfait, Twitch. Merci. Donc, moi, je vote rarement parce que des fois, je me suis fait avoir par la fenêtre native qui me dit « Ah, enregistre !» Et en fait, j'ai cliqué « Enregistrer » alors que je voulais pas. Il faudrait que j'arrive à désactiver cette petite fenêtre-là, très agaçante. En fait, j'ai changé d'ordinateur il n'y a pas très, très longtemps. Et en fait, depuis, j'ai ça. Et du coup, sans faire exprès, des fois, j'ai enregistré le mot de passe. Il faut que j'aille faire le ménage un petit peu. Je ne l'ai pas fait, j'ai dû enregistrer un ou deux mots de passe parce que c'était le premier jour de l'installation. Maintenant, je fais un peu plus gaffe. Mais c'est vrai que c'est un petit peu traître des fois. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Hop. Apple Trousseau pour le perso et au boulot, je m'en fous, ce n'est pas mon job. Moi, j'utilise la même chose pour le perso et le boulot. J'utilise One Password. J'utilisais déjà avant de rejoindre ma boîte. Et en fait, ma boîte l'utilisait aussi. Donc, en fait, et Naotech aussi. Donc, du coup, j'ai tout au même endroit. Et c'est quand même super pratique. Nelly Rick, c'est vrai que j'ai dit parfois, mais c'est plutôt rarement. Firefox n'est pas beaucoup plus sécurisé, mais le gestionnaire de password est très bien et protégé. Ah mince, il y a Julie qui dit « J'ai répondu à l'envers et je ne peux pas corriger ». Est-ce que le gestionnaire de mots de passe intégré à iOS, ça compte pour celui du navigateur web? Non. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est le trousseau Apple, tu parles du trousseau Apple? Pour moi, c'est différent. Dashlane, je trouve que c'est vraiment génial. En effet, c'est une alternative de gestionnaire de mots de passe, tout à fait. Il y a quoi? Il y a LastPassword, je crois, ou LastPass. Je ne sais plus si c'est LastPass ou... Je crois que c'est LastPass. Il y a OnePassword, LastPass, Dashlane, pour en citer quelques-uns. Je le faisais il y a longtemps, mais c'est fini maintenant. C'est bien. Il y en a qui ont pris des bonnes résolutions. Apple Music Classical vient d'arriver. J'ai rencontré des premiers bugs. Swan, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Ça serait un peu plus tard. Le problème avec Apple, c'est le gestionnaire de mots de passe est intégré dans Safari. Ouais, je me demande si c'était pas avec ça que je me suis fait avoir. Je me souviens plus. Un grand merci, Locan17, pour ton soutien. Un grand merci également à Swan68net pour ton soutien. Un grand merci à tous les deux. Ça fait super plaisir. Hop. Et donc, du coup, le résultat du sondage, c'est jamais. Vous n'utilisez jamais un navigateur pour enregistrer vos mots de passe. Je suis impressionnée dans la chatroom, franchement. Vous êtes des bons élèves, hein. 45% des gens ont répondu jamais. Après, suivi quand même par 23% qui dit oui pour tout. Hein. on a vraiment deux écoles. Voilà, une école qui fait non jamais et une école qui fait oui pour tout.
Et puis après, il y a quand même, voilà, une trentaine de personnes, qui répond, des fois ou rarement. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que cet article vous aura expliqué un petit peu en quoi le navigateur, du coup, est pas très, très sécurisé. Et franchement, si vous avez jamais... enfin, je peux comprendre que quand on l'a jamais fait, on peut avoir vraiment des a priori sur les gestionnaires de mots de passe. On se dit, oh, ça va être galère, etc. Mais vraiment, c'est très, très intégré. En fait, vous voyez pas la différence entre un gestionnaire de mots de passe intégré à votre navigateur et un gestionnaire de mots de passe indépendant en termes d'expérience. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à tester. C'est vraiment bien foutu. Donc, n'hésitez pas à tester quand même. Ça vous permettra d'avoir plus de sécurité, une meilleure hygiène et pas d'être dépendant d'un navigateur aussi. Vous pourrez l'utiliser ailleurs. Ça aussi, l'intérêt. Voilà, en tout cas, pour cette news de sécurité et de sauvegarde de mots de passe. Voilà. Je vous propose de continuer et on va faire une petite pause automobile. C'est la partie automobile du mug ce matin. Je ne vais pas faire la petite pause à côté de la voiture, etc. Mais pourquoi je voulais en parler? Alors c'est vrai que moi je suis pas très très voiture, mais là je trouvais ça assez intéressant comme innovation technologique. Et ça se passe avec BMW. Alors, juste avant, un petit peu de contexte, on va parler voitures électriques. C'est vrai que les voitures électriques possèdent de nombreux atouts, dont notamment un coût d'entretien moins élevé, une conduite plus confortable et moins stressante d'après certaines études, et une charge moins chère qu'un plein de carburant. Sans parler évidemment de fiabilité ou de rendement optimal du moteur. Et c'est justement sur cette dernière partie que BMW essaye d'encore d'améliorer, puisqu'ils viennent d'investir dans la startup Deep Drive, qui en fait permet une innovation assez intéressante d'avoir un moteur directement intégré à la roue. Alors non, c'est pas une blague, hein. Donc les deux entreprises se sont également associées d'ailleurs à l'équipementier Continental. Continental, il est connu pour justement développer des pneus, et là, ils vont carrément développer des pneus intégralement réalisés à la base de matériaux durables. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi il y a un intérêt à avoir un moteur directement dans les roues? Eh bien, tout simplement, si le rendement d'un moteur de voiture électrique est déjà de l'ordre de 95% environ, avec le moteur dans les roues, ça permettrait d'augmenter le rendement et d'atteindre vraiment quelque chose de très très proche de 100%. Donc du coup, avoir un moteur directement dans la roue permet de l'entraîner sans aucune perte liée au système de transmission. Et cela permet également de réduire le poids de la voiture, ce qui est quand même vraiment intéressant, puisqu'en fait, qui dit on réduit le poids de la voiture, dit impact direct sur la consommation et donc sur l'autonomie aussi de la voiture. Et c'est là que Deep Drive nous dit, note notamment une augmentation de 20% de l'autonomie grâce justement au moteur dans les roues. Et en plus... Encore une fois, on va pas s'arrêter à un avantage du moteur dans les roues. Le fait d'avoir le moteur dans les roues, ça permet aussi d'améliorer la tenue de route. Donc ça, c'est assez intéressant. La startup est d'ailleurs basée en Allemagne, et propose déjà plusieurs versions de son moteur qui se destinent vraiment à tous les types de voitures électriques. Du modèle le moins puissant qui viserait les quadricycles à moteur comme les Renault Twizy ou les Citroën Ami, avec un rendement de moteur de 94%, mais également d'autres versions sont proposées avec des puissances beaucoup plus impressionnantes, et il y a même des modèles plutôt sportifs. Comme des moteurs qui viseraient des voitures du type Tesla modèle S Plaid, avec un moteur par roue avec une puissance théorique maximale qui grimpe à 1000 kW ou 1359 chevaux. Donc voilà, moi ça me dit rien parce que je ne connais pas les performances, avec un rendement ici du moteur de 97%, tandis que la roue pèse 37 kg. Alors certes, la roue pèse lourde, mais ça reste moins lourd qu'un système complet de transmission, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
La technologie donc du moteur directement dans les roues améliore aussi les performances, pas que la tenue de route, mais carrément la performance, notamment sur la montée du 0 à 100 km/h. Alors, ça n'a pas été complètement détaillé, mais Protean Electric, une autre entreprise d'ailleurs qui collabore avec Dongfeng dans le même domaine, a annoncé que pour faire le 0 à 100 km/h, cet exercice était réalisé 42% plus rapidement avec justement le moteur dans les roues. Et donc, le premier constructeur à s'intéresser à cette technologie de moteur dans les roues, ça a été la start-up Lightyear à l'époque, qui devait justement installer des moteurs dans les roues de sa voiture solaire zéro. Malheureusement, la production a été interrompue. Et donc, du coup, c'est plutôt la nouvelle Dongfeng Fengchen E70 qui sera donc la première voiture au monde à être homologuée avec ce système. BMW, pour l'instant, n'a pas annoncé de date pour ses propres véhicules, mais ça pourrait peut-être coïncider avec l'arrivée de la plateforme New Class en 2025. Donc, il faut encore un peu patienter. Mais ça devrait arriver. C'est quand même une technologie, juste pour prendre un peu de recul, très innovante et on en est vraiment au balbutiement de cette technologie. Donc, ça ne va pas encore arriver demain dans des modèles grand public, mais je trouve ça assez intéressant. Voilà. En tout cas, pour BMW. Hop, je rattrape un petit peu la chatroom. Alors, j'ai un peu vos commentaires. Nouveau le moteur dans la roue. Le problème, c'est que quid des réparations et des roues crevées, car dans ce cas-là, on peut changer nous-mêmes la roue et c'est plus fragile. Ouais, je pense qu'ils vont penser à ça. Salut Toto. Je pense que ça serait... à voir. C'est vrai que si tu peux pas, s'il y a un système où c'est directement intégré dans la roue et que du coup, la roue potentiellement va coûter plus cher si tu dois la changer, c'est un bon point. Je pense qu'ils vont y penser. Mais je pense que c'est un très très bon point que tu soulèves. Alors, il y a FRJets qui nous dit c'est dans la roue, pas dans le pneu. Ce qui est différent. C'est vrai que quand tu as un pneu crevé, tu changes le pneu, pas le système de roue en lui-même. Tu as tout à fait raison. Je pense que le moteur est directement dans la roue, dans la roue, le système de roue, pas le pneu. Voilà. Voilà en tout cas pour BMW. On vous tiendra au courant si on a plus d'infos ou des dates sur des prochains modèles de voitures. Il est 8h52, je vous propose de commencer directement notre petite partie et dernière partie du MUG ce matin qui est dédiée à Apple. On a des petites choses à mentionner ce matin et on va commencer par faire le point sur l'accueil des Apple Glass au sein des employés Apple. Alors Jérôme vous en a parlé hier, il y a justement eu un événement organisé pour présenter les Apple Glass aux employés Apple et a priori ça n'a pas été si bien accueilli que ça. En effet, il y aurait une inquiétude montante en interne dans les équipes avec ce tout premier casque de réalité mixte d'Apple, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, et qui entraîne de nombreuses tensions au sein de la firme de Cupertino. Les dissensions internes se sont multipliées au cours des derniers mois, a priori, et tout particulièrement sur le calendrier commercial. Donc on aurait notamment le directeur des opérations qui souhaiterait le commercialiser le plus tôt possible et à contrario on aurait le pôle design de l'autre côté qui préférerait se concentrer sur des lunettes de réalité augmentée technologiquement pas viables avant quelques années. Voilà. Et donc du coup le sujet du timing de lancement ne serait pas forcément le seul sur la table. Si on en croit les dernières informations qui ont été publiées notamment par le New York Times ou 9 to 5 Mac, on aurait plusieurs anciens et actuels employés d'Apple qui ont témoigné dans les colonnes du média et selon eux, a priori, l'état d'esprit global lié au projet des Apple Glass se situerait un peu aux antipodes des autres projets habituellement développés par Apple, c'est-à-dire l'enthousiasme et la détermination des équipes auraient clairement pris du plomb dans l'aile, la faute notamment à des interrogations profondes et légitimes. Notamment, on a des employés qui émettraient par exemple des réserves sur le prix final de l'appareil. Je vous rappelle quand même qu'il serait vendu aux alentours de $3 000, donc vraiment pas
accessible au grand public. Et encore plus inquiétant, il y aurait même des inquiétudes sur l'utilité même d'un tel produit qui serait remise en cause par certains. Donc ça, c'est assez intéressant. En gros, les employés sont là, mais concrètement, pourquoi ça serait utilisé, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du côté d'Apple. Pour moi, elle fait partie de ces boîtes qui vont pas forcément faire du buzzword avec des technologies et des mots techniques et dire ah non mais regardez, achetez notre dernier iPhone parce qu'il a la technologie X. Non, ils disent achetez le dernier iPhone parce qu'il fait vraiment les meilleures photos dans tel contexte, dans la nuit, pour les photos de famille, pour les photos d'enfants qui bougent ou d'animaux de compagnie, etc. Il y a toujours un exemple d'usage qui est quand même assez intéressant, assez utile. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ça que j'apprécie vraiment. Et a priori, les critiques, ça serait que justement, ça serait de moins en moins vrai, en tout cas avec les Apple Glass. Donc ça, c'est assez... moi, ça m'inquiète un peu. Et je dois dire qu'en fait, avec le métaverse, etc., j'avais un peu ce même problème. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'usage très intéressant, très pratique, très ancré dans le réel. Mais après, des fois, avec des nouvelles technologies, il y a un usage qui va émerger. Mais voilà, on parlait beaucoup de technologie, on s'excitait beaucoup sur de la technologie sans voir des applications. Et là, c'est ce que... Et par exemple, un contre-exemple, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. On en parle partout, notamment pour les images, pour les textes, pour la musique, etc. Et en fait, ce qui a, pour moi, vraiment explosé l'usage de l'intelligence artificielle et l'engouement autour de ça, c'est qu'en fait, il y a eu des usages très concrets sur comment ça pourrait nous permettre d'être plus efficaces, d'améliorer notre travail, notre vie, etc. Et donc, du coup, c'est là où les gens s'en sont emparés, ont fait plein d'expérimentations et ont vu les possibilités comment l'intelligence artificielle pourrait révolutionner notre quotidien. Et c'est par ces usages concrets que vraiment on peut comprendre la valeur d'un service et d'une technologie. Et c'est là ça que je trouve vraiment intéressant, notamment avec Apple. Et là, c'est ce que les employés disent, c'est que ça ne serait pas forcément le cas avec les Apple Glass, donc c'est assez inquiétant quand même. Et donc, du coup, comme je disais, donc, certains employés se questionnent sur le sens, le but ou la valeur de ce projet, à tel point que des employés auraient tout bonnement quitté le programme quand d'autres se seraient fait gentiment remercier car jugés inefficaces. Donc cette grogne, elle se serait même initiée jusqu'à la direction d'Apple, puisque certains membres auraient eux aussi eu des doutes sur la finalité des Apple Glass. Donc on n'a pas plus d'informations pour l'instant, à voir. En tout cas, ça soulève des interrogations, et notamment pour la WWDC. Moi, je suis très très curieuse de la suivre cette année pour plusieurs raisons. Je suis curieuse de la suivre, notamment pour voir s'il va y avoir une annonce pour les Apple Glass dédiée aux développeurs, d'une part. Et puis, d'autre part, si Apple va dire quelque chose sur l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que j'en discutais avec un collègue la semaine dernière. Il y a peu de boîtes qui ne se sont pas exprimées sur l'intelligence artificielle. Je veux dire, Google, on en a entendu parler. Facebook, on en a entendu parler. Mais de l'autre côté, il y a des boîtes dont on n'entend rien, notamment Apple, ce qui est quand même assez étonnant, et Amazon. Amazon qui quand même, avec ses services de cloud, etc., pourrait quand même avoir un intérêt assez évident et doit avoir quand même l'expertise en interne pour travailler sur ce type de sujet. Donc du coup, c'est intéressant de se dire... Parce qu'il y a un vrai risque quand même pour Apple de se faire dépasser ici. Est-ce qu'ils vont annoncer quelque chose là-dessus ? Moi, je suis très curieuse. Très, très, très curieuse. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas forcément regardé en direct les WWDC, mais là, j'ai des bonnes raisons d'avoir envie de regarder. Voilà. Donc voilà pour la crise un peu existentielle en interne au sujet des Apple Glass. Je regarde un peu vos commentaires. Et j'en profite pour remercier Rive Beach, Olive 40 et
Chemical Gamer One pour leur soutien. Un grand, grand, grand merci pour vos abonnements. Un grand merci à vous. Oui, je pense qu'Amazon, oui, ils ont SageMaker. Ça doit être l'une des plus grosses plateformes pro pour train de l'intelligence artificielle. Oui, oui, je pense qu'il doit faire quelque chose, quoi. Quand ton assistant c'est Siri, est-ce qu'il y a vraiment un risque de se faire dépasser à part par la voiture balai? Bah Oleg, justement, Siri est quand même très stupide. En fait, réfléchis avec justement avec ce genre d'assistants vocaux où en fait il faut que tu apprennes à savoir comment poser, comment partager un prompt que Siri ou Alexa va comprendre correctement. Et là où l'intelligence artificielle, ou en tout cas on le voit avec ChatGPT, est super impressionnant, c'est comprendre le contexte. Et donc du coup, ça pourrait vraiment faciliter ou carrément multiplier par 10, si c'est pas plus, la capacité de ces assistants vocaux à comprendre ce que tu dis dans le contexte dans lequel tu es. C'est ça qui ouvrirait des portes assez intéressantes ici, notamment. Donc oui, enfin Siri, il est nul aujourd'hui, enfin nul. Ouais, enfin, il faut vraiment apprendre à savoir utiliser. Moi, je l'utilise pour mettre des minuteurs, allumer, éteindre mes lumières, mais pas pour grand-chose d'autre, quoi. Donc, imagine, voilà, tu t'aurais un peu un Jarvis, quoi. Et Alexa n'est pas mieux, en effet, qu'Aradoc. Enfin, moi, je ne l'ai pas testé, mais je te crois. Donc, du coup, c'est là où tu pourrais dire, mince, avec une intelligence artificielle du type ChatGPT, qui comprend le contexte dans lequel ton premier prompt a été fait et les suivants et va du coup faire pouvoir la suite et avoir vraiment une discussion, c'est ça qui va être intéressant. Si Siri est idiot, c'est parce qu'il n'utilise pas au moins les données personnelles que les autres. Je pense pas que. J'ai d'ailleurs mon assistant vocal qui s'excite. Non, pas que. C'est qu'il n'est pas capable de comprendre que quand tu poses plusieurs questions, elles sont peut-être liées. Donc voilà, il y a quand même vraiment des gros efforts à faire de ce côté. Ne pas faire de référence sportive sur Naotech. Pourquoi? Il y a une référence que j'ai pas compris. Ah, quand t'es dernier, tu peux plus te faire dépasser. D'accord, j'avais pas compris. Ok. Ouais, en effet, j'avais pas compris ton message. Donc voilà, donc je pense que vraiment je suis très très curieuse de voir ce qui pourrait sortir, quoi. Donc voilà pour Apple Glass et puis la petite pause sur l'intelligence artificielle et Apple. Mais c'est pas tout concernant Apple, puisqu'il y a une nouvelle mise à jour iOS qui est sortie. C'est la 16.4. La 16.4 qui est disponible. Vous pouvez déjà l'installer. Moi, je l'ai installée ce matin. Qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Eh ben, vous aurez l'apparition des notifications push qui proviennent des sites web installés sur votre écran d'accueil de votre iPhone. Tout simplement, c'est une nouveauté qui fait son apparition suite à une mise à jour du moteur WebKit de Safari. Voilà, et il sera compatible avec le mode concentration. Donc, comme des notifications classiques, vous allez pouvoir les gérer et elles seront compatibles avec le mode concentration. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'en effet, pour ceux qui utilisent en effet des sites web en page d'accueil, sur leur iPhone, c'est quand même assez pratique de pouvoir recevoir les notifications. Donc, c'est gagnant-gagnant à la fois pour les services et à la fois pour les utilisateurs. Il y a également iOS 16.4 qui va prendre en charge Unicode 15.0, donc ce qui permet d'ajouter 31 nouveaux emojis. Donc, au niveau des emojis, je peux vous les montrer rapidement. Hop, ça va être ça, entre autres. Attends, c'est pas tout. Voilà, c'est ça. Donc voilà, là vous avez la liste des emojis à ajouter, donc des nouvelles couleurs pour les cœurs, un seul emoji de tête avec une tête qui vibre. Vous allez avoir les mains sur les côtés qui vont pouvoir faire un high five sans utiliser l'emoji prayer que beaucoup de personnes utilisaient. Vous avez des nouveaux animaux.
Vous avez des plantes, des objets, etc. et des symboles. Je trouve ça fou que le symbole Wi-Fi n'était pas disponible avant. Voilà, comme quoi il y a des choses qui paraissent un peu évidentes qui n'étaient pas encore disponibles. Donc voilà, vous avez ces nouveaux emojis. Mais c'est pas tout aussi, il y aura d'autres choses intéressantes avec la mise à jour. C'est notamment un onglet mise à jour bêta qui va apparaître dans votre application réglage et qui va permettre tout simplement à ceux qui le souhaitent d'installer la bêta sur leur iPhone sans avoir à créer un profil de configuration au préalable. Donc ça a pour but de rendre les bêtas plus accessibles aux membres du Apple Developer Programme. Donc ça, c'est pas mal. Il va y avoir a priori une nouvelle architecture pour l'application domotique maison, donc à tester. Il va y avoir une mise à jour de l'application podcast avec l'ajout d'un nouvel onglet regroupant les chaînes que l'on suit. Il va y avoir une nouvelle interface pour Apple Music et notamment au niveau de l'affichage des playlists. Alors ça, je ne l'ai pas vu ce matin. À voir. Une autre chose intéressante, il va y avoir la détection des photos en doublon dans les bibliothèques partagées sur iCloud. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, quelque chose d'assez évident, c'est le mode isolation vocale qui était jusqu'ici disponible pour les appels VoIP, c'est-à-dire en ligne, notamment sur WhatsApp ou FaceTime, qui sera aujourd'hui disponible maintenant aux appels téléphoniques standards. Enfin, bienvenue. Voilà, ça paraissait évident, mais voilà. Et une dernière chose, on parlait de Siri tout à l'heure. Maintenant, vous pourrez avoir la possibilité d'éteindre votre iPhone grâce à Siri. Voilà, pourquoi pas. Voilà pour les mises à jour de iOS 16.4. On termine avec notre petite partie Apple ce matin et le mug avec la dernière news du jour et c'est l'annonce d'une nouvelle application Apple qui est déjà disponible sur l'App Store, donc vous pouvez déjà la télécharger et elle s'appelle Apple Musical Classical. Alors oui, c'est étonnant, c'est une application de musique pour la musique classique spécialisée vraiment sur la musique classique. Elle s'est lancée donc aujourd'hui. Et elle offre 5 millions de titres, des centaines d'albums exclusifs et bien plus. Voilà. Donc elle se présente comme la bibliothèque ou le catalogue de musique classique le plus important au monde et elle travaille notamment avec des nouvelles sorties de chefs-d'œuvre reconnus. Voilà, vous allez avoir la possibilité de chercher par compositeur, par travail, par conducteur, même par numéro de catalogue, pardon, ou même trouver des enregistrements spécifiques de morceaux. Parce que c'est un peu la spécificité de la musique classique, c'est que ça peut être interprété et joué par différents orchestres, avec différents arrangements, etc. Et donc, du coup, on peut avoir des enregistrements préférés spécifiques. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une expérience un petit peu plus particulière liée à la musique classique qu'avec un album de rock, quoi, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, vous avez a priori voilà une centaine, des milliers d'enregistrements qui vont profiter du spatial audio, de l'audio spatial, pardon. Vous allez avoir des métadatas sur les titres qui sont très très complètes. Vous allez avoir des notes éditoriales qui vont comprendre notamment la biographie de certains compositeurs, des descriptions de travail clés et plus. Donc voilà, ça a l'air quand même assez complet. Moi, j'étais agréablement surprise ce matin. Je l'ai un peu regardé. Alors, il y en a qui me disaient qu'ils avaient rencontré des bugs. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom si vous l'avez déjà testé. Et parce que moi, je ne suis pas une experte non plus en musique classique, mais je pense que du coup, ça me donne envie de m'y mettre un peu plus. J'ai notamment trouvé déjà une playlist. Il y a des playlists vraiment cool, par époque et par style de musique. Voilà, par époque et genre, qui sont assez bien foutus, notamment les indispensables baroques, les indispensables symphonies, les indispensables piano, période classique, musique de chambre, 20e siècle, quatuor à cordes, romantisme, etc. Et moi, j'ai déjà trouvé une playlist qui me plaît, c'est la néoclassique.
où il va y avoir des morceaux, notamment de Dustin O'Loran ou de Max Richter, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, ça me donne envie de découvrir les autres qui sont dans la liste. Il y a John Hopkins aussi. Donc ouais, ça me donne bien envie d'écouter cette... Il y a Johan Johansson aussi, qui est un compositeur que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me donne vraiment envie d'écouter la playlist. Je pense que je vais me la mettre ce matin. Et ouais, ça donne envie de découvrir, en fait, de redécouvrir la musique classique. Voilà. Et donc, du coup, ça vient d'où, en fait, cette application? Et ben, en fait, elle vient d'un rachat d'Apple, le rachat de Primephonic, qui était un service de streaming de musique classique renommé, voilà, et qui offrait justement une expérience assez complète d'écoute de musique classique, et donc qui avait été racheté en 2021, et qui à l'époque, Apple avait dit non, mais du coup on va offrir un service et une expérience d'écoute de musique classique dans quelques mois. Et bon, bah, c'est un peu plus que quelques mois après, mais pourquoi pas. Voilà, c'est disponible début 2023, et donc maintenant on peut faire cette expérience-là. Donc, a priori, il y a une meilleure organisation et recherche des enregistrements, de performances spécifiques, voilà, qui n'étaient pas vraiment optimales, loin de là, avec Apple Music. Vous en pensez quoi dans la chatroom? Je regarde un peu vos commentaires. Je trouve que cette app est nue. Catastrophe. Pas moyen de fusionner. Ah oui, non, on ne doit pas parler de la même app. Ah, vous parlez de Freeform. Ah non, moi j'adore Freeform. Mais bon, bref. Oui, merci Fairjeffs de le préciser. Si vous êtes déjà abonné à Apple Music, vous pouvez bénéficier d'Apple Musical Classical. C'est inclus dans votre abonnement. Voilà, donc c'est pas un abonnement supplémentaire. Détail très 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 important. Donc vous en bénéficiez gratuitement. Enfin, c'est inclus quoi. Merci beaucoup pour la précision. Café Su qui nous dit ça tombe bien, je voulais me plonger dans la musique classique, mais je ne savais pas trop par où commencer, je vais pouvoir me faire plaisir. Ben ouais, franchement, moi j'étais agréablement surpris, j'ai pas eu le temps de trop la regarder, mais tu vois, j'ai déjà trouvé une playlist qui me tente bien, enfin même deux, parce qu'il y a celle sur le piano aussi. J'adore le piano qui m'intéresse bien. Alors il y a Swan68net qui nous dit il y a des bugs au niveau des playlists, et quand je veux rajouter un compositeur, etc. Ok. Après, c'est possible, c'est le début du lancement, donc c'est possible que tu vas rencontrer des bugs. Il y a Photag GB qui nous dit « Je préfère Qobuz ». Est-ce que tu l'as testé au moins l'application Apple Musical Classical? Parce que si tu dis « Je préfère Qobuz » sans avoir testé, tu peux dire « T'adores Qobuz » et dire pourquoi d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse. Il y a Dora Larrey qui nous dit « Dispo en Belgique aussi dès aujourd'hui. Download à l'instant ». Parfait. Et l'application n'est pas adaptée à l'iPad. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ça. Erreur de segmentation, j'ai pris un abo Apple Music rien que pour tester. La musique classique, c'est le bordel sur les autres services de streaming. Ah, intéressant, intéressant. C'est vrai que, ouais, on pourrait s'interroger sur pourquoi ils sortent une application différente d'Apple Music, d'Apple Musical Classical. Et je pense en effet que c'est pour optimiser l'expérience ici. Que, en fait, les aficionados de musique classique vont avoir un usage ou des besoins assez différents finalement de ceux qui écoutent de la musique autre. Et que c'était peut-être plus facile de le sortir dans une application distincte. Alors, Fotak, tu nous dis UI que tu préfères et la qualité du son en 24 bits. Et c'est français. Ok. Bah, ça m'intéresse d'avoir une comparaison un peu plus détaillée, ouais. Fotak, Swan68, n'hésitez pas à repartager ça plus tard. C'est marrant, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendent sur iPad. J'écoute pas du tout, moi, la musique sur iPad. C'est intéressant. Après, ça va peut-être bientôt arriver. Hein.
Je pense qu'ils ils se sont juste dit qu'il valait mieux sortir la version mobile dans un premier temps et puis après continuer avec la version iPad que d'attendre tout bonnement, quoi. Merci beaucoup, Poppy, pour ton soutien. Un grand merci pour ton abonnement. iPad ou Mac dans le but de les balancer dans les AirPods ou HomePod. Alors oui, moi j'utilise mon Mac pour écouter la musique au travail, mais sinon c'est mon iPhone ou l'Apple TV. Ah oui, il faut que je teste si elle existe sur l'Apple TV pour pouvoir l'écouter sur mon bon système audio. Bonne question. Donc voilà pour Apple Musical Classical. Donc si vous vouliez rentrer un petit peu dans le monde de la musique classique, tester, c'est peut-être un bon moment pour essayer. Voilà, vous êtes au courant. C'était le dernier article, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, en tout cas, moi, c'était le cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Je réfléchis. Oui, la semaine prochaine, c'est encore bon. Oui, je dis ça parce qu'en fait, ça ne sera pas moi le mardi 11 avril. Donc comme ça, vous êtes prévenus, ça sera Guillaume. Je serai exceptionnellement pas disponible le mardi 11 avril. Voilà, mais je vous le rappellerai la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est bien moi. Un grand merci, Pomoni, pour ton soutien, pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 8h. Et puis, en attendant, vous pourrez retrouver dès demain Jérôme à 8h pour le prochain mug. On va voir, juste avant de se quitter, si on fait un petit raid. Et on va faire un petit raid du côté de Samuel Etienne. Voilà. Vous allez lire les journaux avec Samuel Etienne. Ce sera très bien. Moi, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.